On ne m'entend pas? Je ne vous entends plus. Tout le monde ne m'entend pas, sinon mon micro est ouvert. Moi qui étais entendu, monsieur. Monsieur Christian, Mais qui c'est j'ai l'état. entendu. Bon, peut-être c'est au niveau de Janine. Tu m'entends maintenant? Oui, c'est bon maintenant. OK. Je ne sais pas s'il faut recommencer, sinon faut-il recommencer ou continuer? Ok, vous pouvez reprendre. Ça permettra également à ceux qui viennent de nous rejoindre de suivre. D'accord. Donc, en parlant de l'utilité de l'entrepreneuriat, je disais globalement que moi, particulièrement, pour résumer l'entrepreneuriat, je pars pas à la définition de l'entrepreneur. Et pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes dans sa communauté moyennant une rémunération. Et donc, en puisant de cette définition, l'utilité de l'entrepreneuriat se trouve à deux niveaux. Un, pour l'entrepreneur, donc, ça permet à l'entrepreneur, comme le disait Grégory, d'être à son propre compte et de poursuivre ses rêves. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un, vous aidez la personne à réaliser ses rêves. Mais quand vous vous mettez à entreprendre, vous prenez des risques pour réaliser votre propre rêve. Donc, ça, c'est pour l'entrepreneur. Et maintenant, puisque l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout les problèmes pour les gens moyennant une rémunération, l'utilité de l'entrepreneuriat pour les gens qui bénéficient du service de l'entrepreneur maintenant, c'est la solution à leurs problèmes et la satisfaction qu'ils en tirent du produit ou du service qu'ils reçoivent de l'entrepreneur. Maintenant, quand on veut mettre ça particulièrement au niveau de la femme ou bien de la jeune femme africaine particulièrement, globalement, dans le monde entier, nous savons que sur le marché de l'emploi, on continue de m'entendre? Oui, oui, ça peut aller. Voilà. Donc, on sait que les femmes sont défavorisées sur le marché de l'emploi, notamment côté salaire. Vous prenez un homme et une femme des mêmes conditions. L'homme est toujours mieux payé. Les hommes sont mieux payés que la femme. Et donc, pour briser cela, que la femme n'attende pas que les hommes leur servent ce qu'ils veulent, mais que la femme trouve en elle quelque chose dont elle est passionnée, quelque chose dont elle est talentueuse, quelque chose dont elle a acquis comme expérience tout en travaillant pour les gens pendant un certain temps et mettre ça sur le marché et se faire payer pour ça. Donc, en cela, ça permettra à la femme de se libérer de cette discrimination. Et aussi, on a les couches les plus défavorisées de nos pays, surtout africaines, la pauvreté qui amène la femme, qui expose la femme à certains dangers des prédateurs humains ou hommes que nous pouvons dire. Donc, avec l'entrepreneuriat, la femme peut se libérer de ce joug-là, s'auto-suffire et maintenant servir d'exemple maintenant pour la jeune génération. Donc, voilà l'utilité de l'entrepreneuriat, selon moi, globalement et particulièrement au niveau de la femme. Merci beaucoup, monsieur Adam. Alors, j'étais un peu déconcentrée parce que certaines personnes ont de difficultés à se connecter. Il y a le lien de leur dire d'utiliser l'idée, le code. Ok, oui. Demain matin, je vous appelle et puis je viens vers vous. Aussi, Janine, je ne sais pas, Janine, Oui. si tu as la possibilité de fermer le micro de tout le monde et ensuite Oui. tu peux permettre aux intervenants d'ouvrir leur micro. Tu peux faire les intervenants, tu peux les faire co-host. Tu peux faire chacun d'entre nous, panélistes, co-host, mais tu fermes le micro de tout le monde pour qu'il n'y ait pas de bruit. Oui, j'ai essayé de fermer les micros. OK. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Ulrich pour qu'il nous parle un peu de l'entrepreneuriat, son utilité et également le rôle de la femme dans l'économie quand elle utilise ce facteur, quand elle entreprend au lieu de travailler forcément pour une personne. Enfin, je pense que je n'aurai pas beaucoup de choses à rajouter. Je pense que l'entrepreneuriat, déjà sur le marché de l'emploi,
quand on prend l'Afrique, euh, c'est difficile pour les femmes, elles sont très défavorisées par rapport aux hommes, mais en général même, le marché de l'emploi n'est pas très reluisant pour les jeunes qui viennent de finir leurs études et tout. Donc, que ce soit les femmes ou les hommes, je pense que ce que l'entrepreneuriat apporte, d'abord, c'est la capacité de gagner sa vie, de se mettre à son propre compte, de bénéficier des opportunités que, en fait, qui ne sont pas offertes par le marché de l'emploi ou par l'économie et tout. Mais aussi, je pense que, euh, en fait, quand on regarde dans les États africains, les plus gros employeurs, c'est d'abord l'administration et ensuite quelques grandes multinationales et tout. Donc, je pense que la promotion de l'entrepreneuriat, c'est une façon pour les populations de prendre elles-mêmes leur destin en main, de, de créer des choses, d'apporter de la valeur à leur communauté, aux gens autour, d'employer d'autres personnes, euh, ce qui ferait que, en fait, c'est quand même pour moi, souvent, je sais que en Europe ou, enfin, dans les pays plus développés, on différencie l'entrepreneuriat social de l'entrepreneuriat pour gagner de l'argent. Donc, on parle souvent d'entrepreneuriat social quand c'est dans le but social, dans le sens de, enfin, écologique, par exemple, dans le sens aider les plus pauvres, les personnes défavorisées et tout. Mais je pense que, enfin, j'aime souvent dire qu'en Afrique, la majorité de l'entrepreneuriat, c'est social parce que ça permet de régler des problèmes de la société que, enfin, les nombreux problèmes qu'on rencontre dans notre société. Souvent, on se dit, enfin, une erreur que je vois beaucoup de gens qui essaient d'encourager l'entrepreneuriat en Afrique font, c'est qu'ils se disent, OK, vous ne faites pas du social, on cherche des gens qui vont faire du social, aider les plus défavorisés et tout. Mais je pense, par exemple, si on a des entreprises fortes qui sortent de l'Afrique, qui emploient 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes, même si avant tout, le fondateur s'est dit, OK, je veux faire ça pour gagner de l'argent. C'est du social parce que ça crée beaucoup d'emplois là où il n'y en a pas. Donc, pour moi, en tant qu'Africain, être entrepreneur, c'est faire déjà quelque chose de social, c'est vouloir changer la société, les désavantages qu'on a, vouloir faire sortir des gens de la pauvreté ou vouloir donner de meilleures conditions aux personnes qu'on emploie, etc. Donc, c'est vraiment ça pour moi euh, le plus important. Et ensuite, si on prend la question des femmes spécifiquement, je pense que ça donne quand même des opportunités de régler un tant soit peu les inégalités. Parce qu'un entrepreneur ne demande pas la permission à qui que ce soit pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, une femme entrepreneur, c'est vrai que aussi c'est un peu plus difficile pour les femmes, mais je pense que l'écosystème entrepreneurial peut décider euh, de façon organique de régler ce genre de problème. Et même les femmes entre elles, elles ont quand même, enfin, si elles acquièrent ce pouvoir économique et tout, elles peuvent décider de se mettre ensemble, de s'entraider, de créer des choses, de créer des programmes spécifiquement pour les femmes, etc. Et ce serait juste bénéfique, non seulement pour les femmes, mais aussi carrément pour tous les pays africains ou le continent africain. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à ça. Ok, merci beaucoup, Ulrich. Par rapport à l'entrepreneuriat de la femme, je dirais qu'il y a par exemple ici, la réalité ici en Afrique, c'est qu'il y a des hommes qui préfèrent que leurs femmes restent à la maison pour s'occuper du ménage, pour également éviter de se faire harceler dans les bureaux par des patrons. Et donc, pour moi, personnellement, je trouve que l'entrepreneuriat est un moyen pour ces femmes, au lieu de rester à la maison pour ne rien faire, c'est un moyen pour ces femmes-là. Bizarre, on ne t'entend plus bien.
Pardon? OK, on ne t'entendait plus bien. Oui, ta voix balance, Janine. OK. Donc, je disais que l'entrepreneuriat, c'est pour les femmes qui parfois sont contraintes par leur époux de rester à la maison pour s'occuper du ménage. Je veux dire que l'entrepreneuriat est un moyen pour ces femmes de se faire des ressources financières, par exemple, de se libérer, de ne pas forcément attendre leur époux pour pouvoir répondre à certains besoins. C'est important que la femme, surtout, se lance dans l'entrepreneuriat, qu'elle étudie, qu'elle se fasse former, qu'elle prenne les bonnes formations et qu'elle puisse réellement s'y mettre, se consacrer à son travail afin de pouvoir répondre aux besoins de son foyer et également pouvoir s'émanciper. Maintenant, je vais aborder le point 4 de notre discussion qui sera en 2021. Quels sont les secteurs dans lesquels vous pensez qu'on peut investir et espérer un bon retour? C'est-à-dire qu'il y a par exemple des jeunes qui veulent se lancer, qui ont peut-être obtenu une bourse, qui ont peut-être pu économiser un peu d'argent et se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ces jeunes-là peuvent entreprendre au jour d'aujourd'hui? Je veux dire en 2021, qu'est-ce que ces jeunes peuvent entreprendre ou espérer dans les temps qui suivent obtenir un retour sur leur investissement? Je vais laisser monsieur Adama nous parler un peu de ce sujet. OK, merci. Si je vais aller, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi. Si je veux, par exemple, livrer ce que moi je fais en 2021, ce en quoi je crois plus en 2021, je vais parler du milieu de la santé et le bien-être. Le milieu de la santé et le bien-être, pourquoi ici aux États-Unis, par exemple, l'économie a toujours évolué en fonction de ce que nous connaissons comme les baby boomers. L'économie aux États-Unis a évolué en fonction du développement des baby boomers. Et qu'est-ce que c'est que les baby boomers? Vous savez, après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale de 1945, il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient nés, puisque la guerre avait causé des séparations. Tous les hommes étaient partis sur le front. Leurs femmes sont restées à la maison toutes seules. Et dès que les hommes sont revenus de la guerre, ils se sont occupés avec leurs femmes et des millions de bébés étaient nés juste au lendemain de la guerre. Et donc, à l'époque, l'économie fonctionnait donc avec ces bébés qui étaient nés. Qu'est-ce qu'il fallait créer à l'époque, après la guerre, immédiatement, pour réussir? Donc, il fallait trouver les jouets, les couches, tout ce qui concernait les nouveau-nés. Donc, l'économie était centrée sur les besoins des bébés. Et quand ces enfants, donc, ont commencé à rentrer dans, comment on dit, 5 ans, 10 ans, on a remarqué que ces enfants ont besoin d'étudier et il n'y avait pas suffisamment d'écoles, il n'y avait pas les structures d'hôpitaux et autres pour pouvoir les canaliser. Et donc, l'industrie de la construction a pris de l'ampleur également à l'époque pour construire les hôpitaux, les églises, comment on dit, les écoles majoritairement. Et quand ces enfants ont commencé à avoir 20 ans, 30 ans, donc dans les années 60, 70, a pris le sort maintenant l'automobile parce que ces enfants ne voulaient pas utiliser les vieillottes voitures que leurs grands-parents utilisaient. Donc, l'industrie de l'automobile a pris de l'essor également. Et arrivé à un moment donné, ces jeunes adolescents
sont rentrés dans la trentaine, dans la quarantaine, et ils se sont dit que nous devons nous marier, nous devons nous mettre ensemble, nous avons besoin de notre propre maison quelque part pour loger. Et donc, l'industrie du real estate ou bien de l'immobilier a pris de l'ampleur également dans les années 90 et 2000 en allant jusqu'au crash de 2008. Et aujourd'hui, ces baby boomers nés juste après la guerre ont 60-70 ans et imaginez quels problèmes ils ont. Ils ont des problèmes de santé. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de finances, ils cherchent à partir à la retraite et le milieu de l'emploi ne garantit plus une pension digne de ce nom. Donc, ces gens-là ont besoin de se soigner, de prendre soin d'eux. Ils ont commencé à réaliser qu'on a couru derrière les choses, on n'a pas pris soin de notre santé. Ici aux États-Unis, vous allez voir que les nursing homes, les hôpitaux, les gym centers, toutes sortes d'accessoires dans le milieu de la santé et le bien-être a commencé à prendre de l'ampleur. Et donc, le domaine de la santé est un marché très, 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 très en croissance actuellement. Et à côté de ça, il y a les finances. Comme je le disais, toutes ces gens-là ont été à l'école et on ne nous a pas appris à devenir riches ou à gérer notre argent à l'école. Donc, le domaine des finances également est un domaine très, très, très riche où on peut s'engager et s'en sortir. Donc, moi particulièrement, je suis dans ces deux domaines-là. Je suis financier de formation. Je suis un médecin raté, donc je crois que ces deux combinaisons-là a fait que je me positionne pour profiter de ça. Maintenant, si on veut positionner ça sur l'Afrique, par exemple, je vous garantis qu'en Afrique, tout est vierge. En Afrique, tout est vierge. N'importe quel domaine aujourd'hui a besoin d'entrepreneurs pour apporter une touche et avoir de la réussite, notamment la technologie. Donc, ajouter à la santé, ajouter aux finances, on va parler des nouvelles technologies. Nous sommes encore peut-être 50 ans en arrière par rapport aux États-Unis. L'Europe, déjà, est 10 ans en arrière par rapport aux États-Unis et l'Afrique est plus de 20 ans, voire 50 ans en arrière par rapport à l'Afrique. Donc, le domaine de la technologie, c'est quelque chose que les Africains peuvent profiter maximum. Pour terminer, je voudrais parler un peu du domaine du marketing, ou particulièrement du marketing de réseau, que pour moi est la solution réelle pour l'Afrique, des gens qui peuvent commencer avec zéro au lieu d'attendre. Beaucoup de gens disent que quand ils veulent entreprendre, ils pensent que je dois avoir de l'argent pour entreprendre. Ils pensent que c'est l'argent qui crée la richesse. Non, c'est les idées que j'ai d'abord qui créent l'entrepreneuriat. Et maintenant, si j'ai des idées et maintenant je commence à chercher les ressources, pas seulement l'argent, les ressources pour pouvoir le faire. Et je recommande le marketing de réseau aujourd'hui parce que il y a des entreprises qui sont déjà multimilliardaires qui offrent ces ressources-là et vous n'avez qu'à vous appuyer sur ces ressources que quelqu'un qui a déjà des milliards offre et tout ce que vous faites, c'est ouvrir votre bouche pour recommander cela autour de vous et vous avez de l'entrepreneuriat. Et il y a beaucoup de compagnies en marketing de réseau qui sont dans le domaine de la santé, qui sont dans le domaine des finances, qui sont dans le domaine des technologies et donc on peut s'appuyer sur eux pour créer notre propre structure et donc bâtir de l'expérience. Et une fois qu'on a les moyens, on dégage les moyens, à partir de là, on peut poursuivre notre propre passion si nous le souhaitons. OK, merci, Monsieur Christian. Je vais rester avec vous pour la seconde question, la question qui suit. Pour ceux de la diaspora, quelles dispositions prendre pour investir en toute sécurité en Afrique? Avant de revenir à Monsieur Ulrich, qui va encore nous parler des domaines dans lesquels des secteurs dans lesquels on pourrait investir en 2021 pour espérer un bon retour. Je reste avec vous, Monsieur Christian. Les dispositions à prendre pour investir en Afrique en toute sécurité. Bon, d'abord, ce que j'ai remarqué, beaucoup de personnes à la diaspora ici
même quand ils font de l'entrepreneuriat ici, ils n'ont pas de business plan. Ils n'ont pas de, je ne sais pas comment on dit ça en français, un plan d'affaires. On se lance dans l'entrepreneuriat sans avoir un plan d'affaires. On me dit que oh, ce secteur est rentable, on saute dedans, ou bien tel est en train de faire ceci, ça réussit, on saute dedans. Et maintenant, quand on veut faire de l'entrepreneuriat au pays, au lieu d'avoir un plan d'affaires bien déterminé, on rentre tout simplement, on dit, ah, j'ai mon cousin qui ne fait rien, je vais créer quelque chose qui va gérer. Et on se retrouve pour dire que, ah, mon cousin m'a pillé, mon cousin a fait ceci, mais c'est moi-même d'abord qui n'ai pas bien ficelé ce que je veux réaliser. Donc, on doit comprendre que si vous êtes ici, aux États-Unis ou en Europe, vous travaillez dur pour mettre de l'argent de côté afin de poursuivre vos rêves entrepreneuriaux, n'allez pas jeter cet argent-là dans la gueule du loup sans avoir une bonne préparation. Donc, vous voulez entreprendre en Afrique où vous n'êtes pas sur place, commencez d'abord par établir un plan d'affaires bien déterminé. Et dans votre plan d'affaires bien déterminé, vous allez identifier les piliers. Quelles sont les personnes, ressources qui peuvent m'aider à piloter ce projet? Pas seulement parce que j'ai un petit frère qui ne travaille pas, donc je vais le mettre sans qu'il n'ait pas d'expérience en la matière. Et je crois que dans l'une de mes émissions, des gens avaient appelé, monsieur avait appelé en France, par exemple, pour demander une consultation avec moi. Et je disais qu'un conseil que je peux donner, si je suis ici, que je veux entreprendre en Afrique, au lieu de faire confiance seulement à un parent, je voudrais engager les services d'un huissier de justice, par exemple, pour m'aider à mettre des papiers bien en forme, et les gens qui vont collaborer avec moi, cela répond à des critères qui sont ficelés par la loi, et donc cela me protège. Il faut s'engager à investir pour protéger ses arrières avant même de démarrer, que de se lancer seulement et de voir ses ressources être bousillées par des irresponsables. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Monsieur Grégory, vous allez nous aider. Vous allez répondre à la question 6, investir dans la formation en général et particulièrement dans une formation qualifiante. Est-ce un bon investissement? Pourquoi et comment choisir une bonne formation? Mais avant que vous n'abordiez le point, je vais laisser Monsieur Ulrich nous aider à répondre à la question 4 en 2021. Dans quel secteur on peut investir? En fait, comme M. Christian l'a dit, en Afrique, tous les secteurs sont pratiquement vierges. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est peut-être de voir les secteurs avec lesquels ils sont le plus familiers, donc voir dans votre domaine de compétences et tout, les différentes opportunités qu'il y a autour de vous. Je pense que c'est vraiment la façon la plus simple et la plus sûre de faire, parce que je vois des gens qui travaillent dans un secteur donné, qui sont experts dans le secteur et qui se disent, OK, j'ai envie d'investir. Quelqu'un, par exemple, qui est, je ne sais pas, qui est médecin ou qui est architecte et tout, il dit, j'ai envie d'investir dans le commerce, par exemple, parce qu'il voit que d'autres personnes gagnent beaucoup d'argent dedans, alors qu'il ne connaît juste rien du tout du domaine. Et il faut quand même des années, beaucoup d'échecs et tout pour connaître un domaine. Donc, il n'a peut-être même pas beaucoup de temps pour faire tout cet apprentissage. Donc, il investit beaucoup d'argent dans un domaine qu'il ne connaît pas. Et bien entendu, le résultat, c'est qu'il va tout perdre. Donc, je pense que le conseil le plus simple et le plus sûr que je peux dire, c'est d'investir dans des domaines que vous connaissez, dans des domaines où vous avez identifié des problèmes et tout, qui se rapprochent de votre champ de compétences et de créer votre entreprise dans ce domaine. Parce qu'au fait, il y a une chose entre être expert d'un domaine et aussi autre chose qui est entreprendre dans ce domaine. On peut être un expert. Enfin, quel exemple je peux prendre? Enfin, je peux être un architecte, par exemple, qui travaille dans un cabinet d'architecture et tout. Il y a une différence en ça et
créer mon propre cabinet d'architecture, gérer des finances, gérer des personnes, etc. C'est quand même beaucoup de choses à apprendre. Donc, si vous êtes expert dans un domaine, tout ce qu'il vous faudra apprendre en plus, c'est comment gérer une entreprise, comment créer une entreprise, comment la faire grandir et tout. Alors que quand vous allez investir dans un domaine que vous ne connaissez pas du tout, non seulement vous devez apprendre tout